Bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour pour cette rencontre absolument exceptionnelle. Je voulais faire un petit rappel de ce qu'est la clé, parce que j'avais pu commencer par là. Donc, moi, je suis la présidente de la clé. Et la clé, c'est une ONG de plaidoyer pour les droits des femmes en France, en Europe et à l'international. Et c'est également une tête de réseau d'une centaine d'associations nationales sur le territoire français pour l'égalité femmes-hommes. Le petit note, je tourne les pages sagement. Alors, cette conférence se déroulera en 2 temps. Une première partie où je demanderai à chacune de se présenter, d'expliquer un peu son parcours personnel et ou militant. Pourquoi elles ont choisi, chacune a choisi de porter tel but spécifique dans son pays. Et la deuxième partie sera une sorte de recommandation. Quelle est leur priorité absolue pour leur pays et que peut faire la société civile française, féministe notamment, pour les soutenir. Alors, je modérerai cette rencontre avec la complicité de Léa Robert, notre secrétaire générale adjointe à la clé, qui, dans le cadre du programme Marianne, a la chance d'accompagner ces femmes extraordinaires. Et donc, c'est grâce à elle et à Delphine Boriol, surtout, que nous les accueillons aujourd'hui. Un grand merci pour ça. Alors, comme je vous disais, nos défenseuses des droits viennent de tous les pays, c'est-à-dire qu'il faut traduire les messages qu'elles transmettent en anglais, en espagnol, en dari, en turc, etc. Et donc, nous avons des interprètes, toutes militantes et bénévoles, que je tiens vraiment à remercier, qui ont bien voulu nous y aider. Ainsi, Léa Lardier et Claudine Monteil vont traduire pour français-anglais. Pour l'espagnol, c'est Salomé Dalerté et Maria Zorilla. Pour le turc, c'est Gidek et Leren. Et pour le dari, c'est Fahimé Robiol pour nos amis afghans. Donc, je me disais qu'avec toutes ces interprètes, c'est l'ONU un peu, mais sans les sous qui vont avec, hein, quand même, parce qu'on fait ça avec 0 moyen. Donc, je trouve que ça vaut le coup de le souligner. Enfin, je remercie, je peux faire les remerciements au début, parce qu'après, on n'a pas le temps. Donc, enfin, je remercie l'ingénieur du son, Joseph Roseau, qui nous fait un plus militant pour assurer un son professionnel et la qualité technique de la rencontre. Et last but not least, notre chère chargée de mission, Agathe Malia, qui est en train d'étonner parce qu'elle est très discrète, mais qui est au four et au moulin et qui est ce qu'on appelle notre office. Avec l'aide précieuse d'Audrey Richaud, qui est là-bas, qui est notre volontaire en service civique. Et à toutes les deux, elles font un travail formidable. Mais merci encore à toutes et à tous pour votre implication et votre mobilisation. Bon, j'ai assez parlé, j'ai trop parlé déjà. Donc, je vais passer la parole à Delphine Boriol, notre ambassadrice des droits de l'homme chargée de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire. Delphine Boriol, chère Delphine, c'est à vous. D'abord, je voulais vous remercier, chère Jocelyne, parce que présidente de la clé, parce que c'est un plaisir et un honneur d'être ici ce soir. J'étais là, nous étions là, plusieurs d'entre nous, il y a quelques mois, avec les femmes afghanes, et je sais que la clé s'était beaucoup mobilisée pour les femmes afghanes. Et donc, c'est formidable de pouvoir mobiliser aujourd'hui en présence de nos Marianne, nos lauréates du programme Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme. Alors, je vais vous dire rapidement comment s'est construit ce programme Marianne. D'abord parce que ce programme s'inscrit dans la politique extérieure de la France de défense des droits de l'homme. Vous savez, les grands principes
internationale pour les droits de l'homme. Donc, liberté, c'est toute la défense de la liberté d'expression sur la scène internationale. C'est libertés fondamentales qui sont partie de nos droits et que nous déclinons donc à l'international. L'égalité, c'est bien sûr le principe de non-discrimination, quelle que soit l'origine, la race, le pays, la religion, le sexe, de tous les individus, de toutes les personnes humaines. Et puis la fraternité, c'est aussi cette aide au développement, cette construction du développement pour tous, et également la fraternité envers les défenseurs des droits de l'homme qui, partout dans leur pays, sont impliqués. Et c'est pour cela qu'il y a un peu plus d'un an, à l'Élysée, avec les représentants de l'ADIER, la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, nous avons commencé à construire un programme pour renforcer notre soutien aux défenseurs des droits de l'homme. Alors, ce programme a été construit reposant sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était l'aide aux défenseurs des droits de l'homme dans leur pays, parce que c'est là où souvent ils ont besoin d'être écoutés, d'être soutenus. C'est avec le ministère des Affaires étrangères, avec la plateforme des droits de l'homme, avec l'AFD, que cette première composante a été construite. Le deuxième pilier, c'était par l'accueil en France de défenseurs des droits de l'homme, particulièrement impliqués, engagés, parfois menacés, souvent menacés dans leur pays. Et donc, il est de les faire venir dans un programme, que vous voyez aussi aujourd'hui, donc un programme à la fois personnalisé, de façon à écouter le besoin de chacun, leur accueil en France, comment est-ce qu'elles pourraient bénéficier au mieux de ce programme d'accueil. Il y a un programme également coopératif et collectif construit avec les différents programmes qui existent déjà en France en matière d'accueil de défenseurs des droits de l'homme. Je pense au programme PAUSE du Collège de France qui accueille des scientifiques qui sont hébergés dans les universités en France. Le programme RIPI avec le barreau de Paris pour des défenseur avocat ou impliqué sur les questions juridiques, le programme DRSF, Reporters sans frontières, la FIDH, le programme européen pour la taille de fédération. Donc l'idée, c'était vraiment d'associer l'ensemble des acteurs pour construire dans le troisième pilier qui était l'idée de créer des synergies entre les différents programmes pour que chacun soit pour qu'on puisse travailler ensemble, créer des liens, faire bénéficier à chacun de ce qui pourra être fait avec ce nouveau programme, donc Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme. Et donc le résultat, il est là. Et vraiment, je voudrais remercier chacune des défenseurs des droits humains qui sont présents aujourd'hui. L'idée était d'avoir des défenseurs qui viennent de différents horizons. Alors, vous l'avez dit, tu l'as dit, Jocelyne, tous les continents sont représentés, tous les types de combats aussi sont représentés, droits des femmes, protection de l'environnement, droits civils et politiques, de façon à ce que aussi on puisse chacun s'enrichir au contact aussi des autres défenseurs des droits. Droits des personnes LGBT aussi qui sont là, droits des prisonniers, aussi les droits civils et politiques. Donc voilà, chacune a une expérience différente, mais ce qui les réunit, c'est le courage, c'est leur engagement dans leur combat. Et donc, c'est notre part d'humanité qu'elles représentent, chacune d'entre elles, et qu'elles nous apportent par leur séjour en France, et que nous pouvons aussi encourager par l'accueil que nous pouvons leur apporter. Donc, un grand merci pour cet engagement. Nous allons construire pendant ces mois où elles sont ici un programme pour leur permettre de développer aussi ce qu'elles peuvent apporter et ce qu'elles pourront apporter aussi dans leur combat pour les droits humains à l'avenir. Mais en attendant, c'est
aussi un grand cadeau d'être là. Et merci donc vraiment à la clé de pouvoir nous donner cette occasion ce soir, de pouvoir les écouter, nous-mêmes qui sommes tous ici et puis ceux qui sont en ligne, parce qu'elles ont une expérience inestimable à partager avec chacun et chacune. Donc, un grand merci et je leur cède tout de suite la parole. Donc, nous allons commencer avec Nisrine El Saïm. Nisrine, vous êtes soudanaise et vous consacrez à l'impact du changement climatique dans votre pays et dans le cadre du conflit, notamment du conflit d'Arfour. Vous avez créé la plateforme Jeunesse et Environnement pour mieux aider les jeunes à se coordonner dans cette lutte. Avant de vous présenter et de nous raconter votre je demande à Léa Robert de faire un point bref sur la situation au Soudan. Depuis son indépendance, le Soudan est dans une situation politique assez complexe. Depuis 1989, Omar el-Bashir était au pouvoir dans une dictature. Il a notamment mis en place des peines pénales comme la lapidation, mais également des politiques économiques qualifiées d'austères qui ont amené à un doublement des prix de première nécessité. Donc Omar el-Bashir a été destitué en 2019. Un conseil de transition militaire lui a succédé. Ce conseil était à la fois constitué de militaires mais également de civils. Il est devenu par la suite le conseil de souveraineté avec à sa tête le général Bourhan et comme premier ministre Abdallah Hamdok qui est un ancien économiste de l'ONU. Cette situation sans précédent portait beaucoup d'espoir pour la communauté internationale, mais également pour la société civile soudanaise. Des espoirs qui sont malheureusement partis en fumée le 25 octobre 2021, lorsque un coup d'État a été mené par le général et le chef de l'armée Abdel Fattah Abderrahmane al-Bourhan. Depuis, la situation politique dans le pays est très compliquée et c'est ce dont va nous parler ce soir Nisrine. Les gens lui posent la question pourquoi elle combat pour les droits du climat dans son pays. And the fact is, climate change chose me. I did not choose climate change. Les problèmes du climat, justement, l'ont choisi. Elle n'a pas eu le choix, malheureusement, c'est tombé sur elle. I started doing physics in my university because I was very much into natural science. Elle a commencé à étudier la physique-chimie à l'école parce qu'elle était beaucoup sur les sciences, justement, c'est ce qui m'intéressait le plus. But then when you are coming from a country like Sudan, you have to do something for the community because there is a huge need in the community in every sector. Justement, dans ce pays, le problème, c'est qu'ils doivent vraiment se focaliser sur la communauté et le patriotisme dans leur pays. Sinon, c'est très mal vu, malheureusement. I remember in my first year at university, we had a demonstration because the students have problems in the university, and then the regime was very violent against the students, and they came into our exam room, they took our papers and they threw 2 students from the balcony. It was very violent. Quand ils étaient au lycée, on leur a présenté un exemple justement d'un élève qui était à l'école pour leur présenter la situation dans le pays, comme quoi c'était très violent. Et pour leur montrer une situation très réelle, on a pris tout leur cours, on les a balancés par la fenêtre pour leur montrer à quel point c'était violent la situation actuelle dans leur pays. And then university closed for 4 months or something like this. So I had a lot of spare time. And so I thought, because at that time, if you are doing any political activism, then you are either going to be killed or arrested, or as a female, they always used gender-based violence like rape and stuff like this against female politicians. Après son université, elle a fermé pendant 4 mois, donc elle a eu le temps de se consacrer justement à ce qui l'intéressait le plus, mais malheureusement dans son pays,
quand on est une femme, ils vont beaucoup utiliser la question du genre pour en abuser, violer les femmes qui sont dans leur pays et vraiment les harceler sur toutes les causes qui pourraient leur tenir à cœur. So I started searching in Google on how to link science and specifically physics with politics and not doing politics directly. Elle a cherché sur Internet comment mélanger la politique et les sciences et pas se focaliser uniquement sur la politique, justement. And I discovered something called science diplomacy, which is using science in diplomatic discussions. And the two big topics in science diplomacy was water, because normally countries share water, and climate change, because it's a scientific problem, but because of the interest, they changed it into political problem, and there's a lot of interest there. En cherchant sur Internet, elle a découvert la diplomatie politique, donc, qui fait justement qu'ils ont dû se consacrer sur l'état du climat actuel dans leur pays. C'était une façon pour elle justement de pouvoir changer ça, on va dire, et pas avoir à se focaliser uniquement sur la politique. Thank God, the previous regime thought that the environment and climate change is a third problem, so they did not focus a lot with us, not like human rights defenders, not like politicians. So we used the environment and climate change cover to do other activism, like women's rights, like political activism, like civic engagement and other things. I missed something, sorry. No problem. So the previous regime considered environment and climate change as not important problems. We were not attacked like people who worked in human rights or political activism. So we used this cover to work on like women's rights, on democracy, on civic education, on education itself, and other problems that we could not work directly. Le régime précédent dans leur pays, justement, ils considéraient que les droits pour le climat n'étaient pas importants. Donc, ils ont décidé de se focaliser justement sur les droits des femmes, sur l'éducation civique et tous les droits qu'il pouvait y avoir dans les universités et les écoles. And to sum my introduction, every time they come to, for example, arrest me or someone who works with me because of our other work, they say, no, they're just environment activists, don't worry about them. À chaque fois qu'ils allaient se faire arrêter pour faire des manifestations, justement, les gens disaient non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils sont juste en train de se battre pour la cause du climat, c'est pas important. But of course, climate change is impacting the community in Sudan so much. There is a lot of conflicts happening over water because of droughts or over natural resources. La cause du climat, malheureusement, elle a eu un gros impact dans leur pays par rapport à l'accès à l'eau potable, par rapport à... Conflict over natural resources. Le conflit aussi par rapport aux ressources naturelles dans leur pays. Especially that 70% of population works in pastoralism or agriculture. 70% justement de gens dans leur pays travaillent uniquement dans tout ce qui est agriculture ou je me sens un peu de c'est vraiment du agriculture. Yes, and it also threat our water security, food security, I mean everything. Et tout ce qui concerne aussi la sécurité. Merci. Merci beaucoup, Nisrine. Ça marche, là? Oui, bien. Yubelis Morales Blanco, hello. Vous êtes donc colombienne, Yubelis, et vous vous définissez comme militante socio-environnementale. Vous défendez les droits humains et notamment les droits des plus jeunes à disposer de l'eau et à lutter contre la fracturation hydraulique, le fracking. Vous allez nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer ça juste après que Léa ait fait un petit point sur la situation en Colombie. Merci Jocelyne. Donc, en Colombie, en 2016, le gouvernement a signé un accord de paix historique avec justement les forces armées révolutionnaires de Colombie.
mais ce n'est pas pour autant que le pays est en paix. En effet, selon le Comité international de la Croix-Rouge, il existe plus de 5 conflits non internationaux en Colombie qui menacent les droits humains et les populations civiles au quotidien. Au-delà de ces conflits, la Colombie connaît une situation politique et sociale complexe. En effet, le pouvoir fait état d'une violence institutionnalisée. Certains pourraient qualifier cette violence de violence d'État. Et par exemple, face aux accusations de corruption et aux nombreuses manifestations qui secouent le pays, l'État fait usage de la force et mène du coup à des violences policières. C'est ainsi qu'entre avril et juin 2021, plus de 70 morts ont été décomptés et ainsi que plus de 1000 blessés. La Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est tout de suite emparée de cette question, mais ces questions de violence, en fait, sont également accompagnées de corruption dans d'autres domaines que la violence politique. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la protection environnementale, et c'est ce dont va nous parler Ibellis aujourd'hui. Bonjour, ¿cómo están? Como buena lectora, dejaré que me anteceda un poema. Bonjour, comme bonne lectrice, je vais commencer par un poème de Mario. Se llama Diáspora. En la diáspora, en paz, asomábamos al país al que fuimos y que somos. A veces nos llegaban resonancias que guardábamos siempre en el ropero. En todas partes hay corajes, manos y miedos agresivos, que relaja el exilio en el cóctel de perdones y de arrepentimientos que suspendidos. El cielo del exilio no es el mismo, ni mejor ni peor, son otras nubes, y el de la gente es otro laberinto, de donde encontramos vida y perdemos. La solidaridad es la palabra. La solidaridad es la palabra que nos abraza hasta creer que somos luz y sombra, y aquí, ajenas, propias, vayan, lejos o cerca, somos alguien. Dans la diaspora de paix, on s'est penché au pays dans lequel on appartenait. Parfois, on recevait des résonances qu'on gardait dans notre armoire. Partout, il y a des courages doux, des peurs agressives. Quel bordel! L'exil, c'est un cocktail des excuses et des regrets en suspens. Les ciels de l'exil, ce n'est pas les mêmes, ni les meilleurs, ni le pire. C'est des autres nuages. Et celui des gens, c'est un autre labyrinthe, donde on trouve vie et on la perd. La solidarité est l'élément qui nous embrasse jusqu'à croire qu'on est lumière et ombre, d'ici, étrangère, propre, bon, loin ou près, on est quelqu'un. Bueno, yo se supone que soy líder social y defensora del medio ambiente de Colombia, un país que está viviendo transiciones de paz, pero que se asemeja más a la violencia. Moi, je suis censée être défenseuse de l'environnement en Colombie, un pays qui est en train de vivre une transition de paix, mais qui ressemble plus à la violence. Pero la verdad es que soy más defensora de sueños, de vida y de esperanzas. Con mi comité, se llama Comité Aguahui. Mais en réalité, c'est que je suis plus une défenseuse de rêve, de vie, d'espoir, avec mon comité, le comité Aguahui. Y nos encargamos de defender el río más grande que tiene Colombia. On est en charge de défendre la rivière la plus grande qui existe en Colombie. El fracking o el fracturamiento hidráulico, les fracking ou la fracturation hydraulique,
Es la técnica básicamente para extraer los últimos conchos de petróleo que tiene la Tierra. C'est la technique pour extraire les dernières, le peu de pétrole qui reste dans la terre. Eso pone en riesgo evidente la vida y la integridad física y emocional de los niños y niñas que crecemos en un territorio que es vida, que es agua, que también es naturaleza. Et ça met en péril le bien-être physique et émotionnel des jeunes et des enfants qui grandissent dans ce territoire. C'est un territoire qui est la vie et qui c'est l'eau. Desde niños dejamos juguetes atrás y empezamos a empoderarnos sobre la defensa del territorio, sobre que el agua es vida y la vida no se negocia. Depuis qu'on est enfant, on a laissé nos jouets derrière pour s'autonomiser et défendre l'environnement, la vie, parce que la vie, c'est l'eau, et l'eau, ça se négocie. Nosotros empezamos a hacer visible lo invisible. Empezamos a decirle a la gente, el petróleo no puede valer más que la vida de los niños. El petróleo no puede valer más que el agua. Nous, on rend visible l'invisible et on dit que le pétrole ne peut pas valoir plus que la vie, ni plus que l'eau. Entonces, en ese proceso de hacer visible lo invisible, empezamos a generar conciencia en la gente del río, a decirle, este río es nuestro y nosotros somos de él, y por él hay que pelear, sin importar la edad que tengas. Alors, dans ce processus de sensibilisation, on a commencé à rendre les personnes qui habitaient là-bas et se sentir part de cette rivière part d'eux. Con esto también viene la parte oscura y es la parte violenta que tiene el defender el medio ambiente. Et avec ça, il y a une partie obscure qui accompagne les enjeux de défendre l'environnement. En el mundo de la industrialización, el agua se convierte en el arma más poderosa que tienen los pueblos. Dans la lutte de l'industrialisation, l'eau devient l'arme la plus puissante qu'ont les peuples et les communautés. El agua se convierte en la fortaleza de la gente, se convierte también en el faro de vida de nosotros y se convierte, por supuesto, en la vida principal, no solo de los humanos, sino de todos los ecosistemas. Et l'eau, elle devient la... Perdón. Que el agua se convierte en lo esencial, en la vida como el faro de luz y también... Donc, l'eau, elle devient le plus essentiel dans la vie comme un phare de lumière. Y también con ellos empiezan a hablar de las guerras por el agua que son tan latentes. Et avec ça, on commence à parler de guerre, à cause des problèmes de l'eau qui sont si latentes. Así que mi lucha principal son los sueños de la gente que habita en los territorios. Donc, ma principale lutte, c'est défendre les rêves des gens qui habitent dans le territoire. Et me tourner maintenant vers Abir El-Masri. Vous êtes palestinienne et vous luttez notamment contre les violations des droits humains, en particulier dans la bande de Gaza, dont vous êtes originaire. Avant que vous nous expliquiez, que vous présentiez votre parcours, Léa va faire un petit point sur la situation. Merci Jocelyne. Comme vous le savez tous et toutes, la situation en Palestine est des plus compliquées.
après plus de 54 années de conflits, de fragmentation et d'occupation de territoires. Il y a des effets dévastateurs sur les populations dans plusieurs régions, notamment la bande de Gaza, à cause de son enclavement, mais également dans Jérusalem-Est. D'une part, une partie de la population palestinienne a été forcée à l'exil et se retrouve aujourd'hui en tant que réfugiés, avec toutes les complications qui émanent de cette situation. D'autre part, on parle en fait de près de 5 millions de réfugiés palestiniens selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies sur la Palestine en Proche-Orient. Et d'autre part, l'occupation et la construction du mur a d'énormes répercussions économiques sur le peuple palestinien et sur l'activité économique en général, ce qui entraîne une forte augmentation de la pauvreté. Cette dernière, donc la pauvreté, entraîne également d'autres difficultés qui sont l'accès aux infrastructures d'eau, la malnutrition, la propagation d'épidémies et j'en passe. Et bien sûr, au-delà de l'aspect économique et migratoire, le conflit israélo-palestinien a des répercussions énormes sur la globalité des droits humains. Et c'est ce dont va nous parler Abir ce soir. Thank you so much. My name is Adil Masri. I'm a Palestinian from Gaza. I know it's very rare to see someone from Gaza here, and that's why I'm so happy because of the situation and because of the restriction on freedom of movement. That's why I'm so happy and I'm so honored to represent the situation in my country and where I live in Gaza. Because outside Gaza, people only know about violence and the situation and so on. But there is something which is not shown really in the media, that there is a space. Yeah, okay, I'm sorry. I was just excited and speaking. Okay, please feel free to stop me. Elle est très contente d'être présente justement devant vous pour montrer qu'une personne qui vient de la bande de Gaza, c'est assez rare justement de se présenter devant une audience aujourd'hui. Et que les gens justement, ils ont l'image des gens qui habitent en dehors de la zone de Gaza, enfin les gens qui sont en dehors de la zone de Gaza, ils ont l'image vraiment de violence, comme quoi le gouvernement justement il les isole par rapport à ça. Elle était vraiment contente d'être là pour vous parler de ça et vous présenter son parcours, vous présenter pourquoi elle va justement pour les droits qu'elle va représenter. So what's only shown in media, violence and lack of resources and everything, which is the reality, but which is not really shown also the resilience and people Palestinians, particularly in Gaza, despite everything, that they still have a space for hope and learning and love. And I'm glad to translate. Malgré le fait que les informations vous montrent aujourd'hui justement que la bande de Gaza, c'est que de la violence, c'est de la pauvreté, il y a des problèmes de nutrition, justement, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de résilients justement dans leur population. Ils sont en train justement de faire en sorte de changer cette image pour le reste du monde. I live and work in Gaza. I cover human rights violations in Gaza from Human Rights Watch, including the impact of Israeli closure in Gaza. Justement, elle se bat pour les droits des... Elle se bat justement pour les droits humains dans la bande de Gaza, dont... Ah oui, contre l'enfermement justement dans la bande de Gaza. Et elle est avec Human Rights Watch, une organisation dans la bande de Gaza.
just allow me to speak a little bit about the situation, and then I hope there will be time to give example of what I'm working on. Elle va juste vous présenter la situation actuelle dans la bande de Gaza et après, elle va aller plus dans les détails. So Gaza has been mostly closed in recent years. Israel imposes a generalized travel ban on Gaza, limiting travel for exceptional humanitarian cases. Sorry. So for the situation in Gaza, I'm working on one of the issues that I'm working on is the impact of the restriction that Israel imposes on Gaza. On va se renforcer les unes les autres. On travaille sur la question des restrictions que Israël impose sur la bande de Gaza. So Gaza has been mostly closed in recent years. Israel imposes a generalized travel ban on Gaza. I think this has been translated. It doesn't allow the Palestinian authorities to operate an airport or seaport. And so people, for example, Palestinians in Gaza who want to travel, they have to rely on land, on a crossing, travel by land, and then rely on other countries for their airport. Alors, Israël a imposé une restriction au voyage et l'autorité palestinienne n'a pas le contrôle sur les aéroports et les ports. Donc, ceux qui veulent voyager doivent le faire par terre. Limiting travel. It also restricts the movement for people traveling through the areas of crossing. It's a crossing, it's passenger crossing, and from Gaza to the other parts of the Palestinian territories and abroad, and limiting it for exceptional humanitarian cases, meaning that people only, like people who need vital medical treatment, which means most Gaza residents do not fit this limited criteria. Donc, il y a des restrictions de passage, y compris pour le reste des autres territoires palestiniens. Et ces restrictions sont levées uniquement pour les voyages humanitaires. Et en fait, il y a pour les voyages à dimension humanitaire, et donc c'est assez rare qu'on puisse avoir la levée de ces restrictions, y compris pour des biens de première nécessité ou médicaux. These restrictions has devastated the economic situation. 80% of Gaza's population rely on humanitarian aid. More than half of the population are under poverty line. Donc 80% des personnes dépendent de l'aide humanitaire qui est apportée dans la bande de Gaza. Yeah. Et more than half of the population. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. So Gaza has been isolated not only from the world outside, but also from the other parts of the Palestinian territories. Imagine that you spend your whole life in your own city, in Paris, and unable to go to other city in your country for no reason, just a generalized travel ban. Donc, la bande de Gaza a été isolée non seulement du monde extérieur, mais également des autres territoires palestiniens. Imaginez, vous vivez à Paris, vous ne pouvez pas aller dans les autres villes françaises. I have been. It's very rare and unique feeling that I'm continuing research about the freedom of movement for Palestinians in France. I started it while I was in Gaza, and I'm continuing it here in France about the freedom of movement while I am here tasting freedom in France. So it's so unique for me.
C'est très particulier pour elle parce qu'elle se bat pour la liberté de mouvement et en même temps, elle n'est plus à Gaza, elle est en France pour plaider pour la liberté de mouvement dont ses autres compatriotes ne bénéficient pas. I interviewed several dozens of men, young men and women who have never left Gaza, missing educational, professional opportunities because of the restriction. They were telling us we are curious about the world outside and what's beyond these borders. Elle a interrogé des dizaines de personnes à Gaza et justement qui sont curieux, qui ne savent pas ce qu'il y a à l'extérieur des limites de Gaza. And that's why I always feel committed about the type of work I do, because I'm part of the situation, and I'm dreaming of the day that every Palestinian can travel freely within their homeland and abroad. C'est pour ça qu'elle est très engagée dans le travail qu'elle mène et qu'elle rêve du moment où tous les Palestiniens pourront voyager dans le pays qu'ils veulent. Well, also, last thing to add about why I'm continuing that work and why I'm doing that work, it's because I'm part of the situation, and in every case and in every story I collect that is part of me, I can have something common with the cases I'm interviewing as well. But to be honest, being part of that situation, like stuck in Gaza and doing this kind of work as well is not easy. Pourquoi elle fait ce travail? C'est justement parce qu'elle veut s'engager, elle fait partie de cette situation. Especially when a human rights worker is stuck in his own or her own country and doing tough work concerning escalation and conflict, and people who work in tough areas, conflict area, knows that usually it takes time for people to not recover, but to realize that they are alive after everything, after the family, all the families that were erased, the sound of bombing, and the destruction around them that's still around them and attacking their soul, that we are alive. And elle travaille pour le Human Rights Watch et la raison de cette motivation aussi, c'est parce que dans l'escalade de conflit, c'est très difficile de réaliser qu'on est encore vivant et que face à toutes les restrictions et face à toutes les attaques, justement, on réalise qu'on est vivant et on se bat pour ça. But that's why I always feel it's difficult. That's why I always feel it's difficult. But when there were times that I felt it is so hard and my heart can't take it. But once I felt why I need to continue and why I am committed, because I was interviewing someone, a survivor, who was injured and he lost his son and daughter and nephew and nieces and neighbors. And when we finished the interview and the video, he told me, "Thank you for being our voice." And that's why I felt I need to be, I'm committed to this work and I need to continue. Thank you. Merci Abir pour cette présentation. Non, je pense que celui-là, ça doit aller. Il marche pour l'instant. Je voudrais quand même saluer Madame la ministre, cher Georges Paul-Angevin, défenseuse des droits adjointe et en charge notamment de l'égalité femmes-hommes, qui vient de nous rejoindre et qui a accepté de nous accompagner et de faire la conclusion de ce panel où nous avons plein de défenseuses des droits, défenseurs des droits de tous les pays. Merci Georges, cher Georges, pour ta venue.
Alors, évidemment, on a pris un peu de retard, c'était prévisible de toute façon. Et puis, on les écouterait forcément encore bien plus longtemps chacune. Nous allons passer maintenant à Nuray Şimşek. Nuray, vous êtes de Turquie. Vous êtes syndicaliste, vous avez été licencié pour vos opinions politiques, vous avez subi maintes contraintes jusqu'à la détention, mais vous ne baissez pas les bras. Et vous êtes engagé pour les droits des femmes et en particulier, vous continuez à militer lors des mardis nocturnes des femmes en Turquie à l'occasion du 8 mars. J'aimerais que nous aimerions que vous nous racontiez votre parcours juste après que Léa nous aura fait un petit point sur les enjeux aujourd'hui en Turquie et qui notamment il y a un an a dénoncé la Convention d'Istanbul sur laquelle vous savez bien que nous toutes féministes et de manière plus globale pour les femmes est un traité fondamental pour la protection et le respect des droits des femmes. Alors, comme les autres pays que j'ai présentés auparavant, la Turquie se retrouve également dans une situation complexe, notamment car la société turque est fragmentée par différentes identités. C'est le cas par exemple avec la question kurde. Et dans le même temps, elle occupe une relation très spéciale et une position stratégique dans les relations internationales. Et c'est notamment ce qu'on a pu voir au cours des dernières années. Elle a été au cœur de plusieurs conflits. C'est le cas du conflit syrien, du conflit libyen, de la question chypriote, mais également du conflit dans le Haut-Karabakh plus récemment. Recep Tayyip Erdogan est l'ancien Premier ministre de Turquie. Il a été au pouvoir de 2003 jusqu'à 2014, année où il est devenu également président de la Turquie. Il mène une politique qui n'est pas portée sur les droits humains, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est par exemple ce que l'on a pu voir, comme le disait Jasmine, l'an dernier avec la dénonciation de la Convention d'Istanbul, auquel nous féministes sommes tant attachés. Ces dernières années, il a également porté plusieurs coups à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, et ce notamment après le coup d'État de 2016. Grâce à la réforme constitutionnelle de 2017, il s'est également attribué plus de pouvoirs, notamment les pouvoirs qui étaient octroyés au Premier ministre. Et c'est également ce que va nous expliquer Nuray. Merci. İsmim Nuray Şimşek. Türkiye'den geliyorum. Ben insan hakları savunucusu ve bir felsefe öğretmeniyim. Je m'appelle Nuray Şimşek, je viens de Turquie. Je suis défenseur des droits humains et professeur de philosophie. Böyle olunca da hayatınız boyunca sürekli bir çatışma ve mücadele içerisinde oluyorsunuz. De cet état de fait, en fait, on est toujours en alerte et en position de lutte permanente. Üniversite yıllarımdan başlayarak sürekli hayatta eşit olmayı savundum. Bu öğrencilerin eşit, demokratik, özerk eğitim alabilmesi veya daha önce hastanede çalışırken eşit ve parasız sağlık hizmeti gibi. Öğretmenliğimde de özerk, bilimsel, laik, demokratik eğitimi savundum ve herkesin bu eğitime eşit ulaşabilmesini savundum. Donc, depuis que je suis à l'université, je suis engagée sur les questions de droits humains. J'ai toujours été très sensible à la question de l'égalité et sur les questions de lutte contre les discriminations.
Je pense que il n'y a pas de différenciation à faire entre les personnes sur la base du sexe, de la propriété, de la nationalité, l'origine ou de la croyance religieuse ou même des opinions politiques. Je milite pour un service de santé gratuit et équitable. Et dans le cadre de mes fonctions en tant qu'enseignante, je milite pour une éducation laïque, démocratique et fondée sur la science. Et c'est ce que je défends au quotidien. Böyle olunca da sürekli resmi ve gayri resmi otoritelerle çatışma halinde oldum. Ve defalarca gözaltı, polis şiddeti ve davalar açıldı hakkımda ama neyse ki tutuklanmadım şimdiye kadar hiç. En ayant une telle position, donc j'ai été en relation avec des autorités officielles et moins officielles et en opposition avec ces autorités. Et j'ai été placée en garde à vue à plusieurs reprises et victime de violences policières. Et j'ai également été... on m'a fait des procès. Türkiye'de çok fazla insan hakları ihlali var ama burada hem çok fazla zaman almamak hem de çok yorucu olacak çünkü dinlemek, çok fazla hak ihlal dinliyorsunuz. Ben bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Benim de uğradığım hak ihlalinden bahsedeceğim. Il y a beaucoup de violations des droits humains en Turquie, malheureusement. J'en ai vécu plusieurs, mais je vais vous parler d'un cas, d'une situation particulière. Lea'nın da bahsettiği gibi 2016 yılında Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Donc, comme l'a dit notre consoeur, il y a eu un coup d'État en Turquie en 2016. Aslında bu darbe girişiminin ne olduğunu hala bilmiyoruz biz Türkiye'de. Bunun gerçekten bir darbe girişimi mi yoksa bir senaryo mu olduğunu hala bilmiyoruz. En fait, en Turquie, on ne sait toujours pas si c'était un véritable coup d'État ou une mise en scène. On est toujours en demande d'informations. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Çünkü o darbe girişiminden sonra iktidar için bir fırsat oldu ve binlerce insanı tutukladı, işkence yaptı bu insanlara. Parce qu'en fait, ce coup d'État, cette tentative de coup d'État a donné l'occasion aux autorités au pouvoir de torturer, de pratiquer la torture et qui ont été détenus et de détenir des gens sans fondement, sans justification. Ayrıca muhalif olan herkese karşı bir cadı avı başlattılar ve yaklaşık 150.000 kamu çalışanını işten attılar. Il y a eu une véritable chasse aux sorcières qui s'est organisée et 150.000 personnes du secteur public ont été touchées. Ben de bu kişilerden bir tanesiyim ve sadece işten atmakla kalmadılar. Pasaportlarımız iptal edildi. Seçilme hakkımız elimizden alındı ve mesleğimizi yapmamız yasaklandı. Sadece işten atmakla kalmadılar. Ils ne m'ont pas seulement licencié, pardonnez-moi, de mon travail, ils m'ont aussi retiré mon passeport, m'ont interdit d'exercer ma profession et d'être éduquée. Bu insanların bir kısmını aslında Fransa'da biliyorsunuz, barış akademisyenleri olarak biliyorsunuz. En particulier en France, vous êtes tout à fait conscient
en tant qu'universitaire de la paix, promoteur de la paix. Çünkü bu insanlar darbeden çok kısa bir süre önce Türkiye'de Türkiye Devleti'nin silahlı güçleri tarafından bazı illerde yapılan çatışmalar sonucu ve çok sayıda yüzlerce sivilin, içlerinde bebeklerin de öldüğü bir saldırının durması için bir dilekçe yayınladılar ve barış talep ettiler. O yüzden onlara barış akademisyenleri deniyor. En particulier, pardonnez-moi, dans les territoires où il y a beaucoup de Kurdes, dans le sud-est, il y a eu beaucoup d'opérations militaires. Et il y a eu des meurtres de civils et notamment des bébés, des enfants. Il y a 1000 universitaires qui se sont mobilisés et qui ont publié une annonce, une prise de position pour arrêter le conflit dans le sud-est et permettre la construction de la paix. Bu akademisyenlerin tamamı işten atıldı ve büyük bir çoğunluğu hakkında soruşturma ve davalar açıldı. Tous ces universitaires ont été licenciés et ont fait l'objet de mise en examen et de procès. Bu insanların bir kısmı Fransa'dalar. O yüzden onların durumuna biraz aşinasınız. Ama aradan sözü çok uzatmak istemiyorum. Biliyorum takip etmek çok zor oluyor ama aradan 6 yıl geçti bu darbeden sonra ve hala Türkiye'de aileleriyle birlikte saydığımızda 1 milyon insan bu darbenin acısını ve şiddetini yaşamaya devam ediyor, ben dahil. Vous êtes peut-être familier avec certains cas qui ont été parmi ces universitaires ici en France. Il y en a qui vivent ici désormais. Il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été affectées directement ou indirectement par les événements relatifs au coup d'État, des familles entières. Et je suis une de ces personnes qui continue à subir les conséquences de cette période troublée. Şunu da eklemek istiyorum. Bu süreçte hükümet isimlerimizi internetten yayınlayarak hepimizi terörist olarak ilan etti ülkeye. Entre-temps, il faut aussi préciser que le gouvernement a publié les noms de toutes ces personnes en les traitant, les qualifiant de terroristes sur Internet. Ve tek gerekçe Erdoğan'ı desteklemememizdi. Çünkü Türkiye her ne kadar adında Cumhuriyet olsa da 20 yıla yakındır Erdoğan tarafından yönetiliyor ve bir diktatörlük haline gelmiş durumda. Oui, alors les raisons pour lesquelles toutes ces personnes ont été affectées sont évidemment des raisons politiques, parce que ce sont des personnes qui sont en opposition au président. Donc on parle de république en Turquie, mais c'est vrai qu'il y a une véritable dérive autoritaire que l'on peut noter, qui s'est accentuée depuis 2016. Son olarak sadece buna örnek olması için zaten bildiğiniz üzere bahsedildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamız meclise dahi sunulmadı. Yasa dışı bir biçimde sadece Erdoğan'ın
isteğiyle, imzasıyla bütün ülke sözleşmeden çıkarıldı ve parlamentoya danışılmadı bile. Par exemple, un cas qui est quand même très parlant, c'est le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, qui n'est même pas passé par le Parlement, par le vote du Parlement, alors qu'elle avait été adoptée par le Parlement. Le retrait a été annoncé par décret présidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora, pour votre intervention. Alors, évidemment, on a totalement explosé le temps, hein, mais ce n'est pas grave, on va s'organiser. J'ai déjà une petite idée, je vous la souhaiterai tout à l'heure. On va passer à Roshna Khalid, qui est une. Là, il n'y aura pas de débordement, puisque c'est une vidéo. Parce que c'est une vidéo préenregistrée. Et donc, si tu veux bien, Agathe, passer la vidéo de Roshna sur. Donc, Roshna est afghane. Elle a été traduite par Fahimé Robiol. Merci encore, Fahimé. Et elle a été. Le texte a été incrusté par Agathe sur la vidéo. Roshna a été la première présentatrice de la télévision nationale, tout de même, et créatrice d'une station de radio pour les droits des femmes. Malheureusement, elle a dû fermer évidemment sa radio. On lui a ordonné de fermer la radio et elle a dû malheureusement s'exiler en France à la prise de pouvoir par les talibans en 2021. به نام خدا با عرض سلام، من روشنا خالد هستم، یکی از مدافعین حقوق زنان و خبرنگار. البته جا دارد که از جامعه مدنی فرانسه تشکر کنم و در مورد زنان افغانستان که در طول 20 سال گذشته همه ما به خاطر اعاده حقوق زنان افغانستان مبارزه کردیم و امروز از ابتدایی ترین حقوق خودشان محروم هستند، حرفهای یادآور شویم و در این راستا حمایت و کمک جامعه جهانی را خواهان هستیم. البته ما در طول 20 سال گذشته به خاطر که بتانند زنان افغانستان به حقوق اساسیشان دسترسی پیدا کنند، مطابق شریعت و قوانینی که در افغانستان بود مبارزه کردیم، دادخواهی کردیم، همواره تلاش کردیم تا بتانیم برشان زمینه ها را مساعد کنیم، فرصت ها را مساعد کنیم تا اینا در جامعه تبارز کنند، اینا بتانند کار کنند، بتانند تحصیل کنند و همچنان کمک کنند برای اقتصاد خانواده هایشان، برای جامعهشان. متاسفانه با سقوط جمهوریت تمام دستاوردهایی که ما در این عرصه داشتیم، بخصوص من خودم که در بخش مدافعین حقوق زن و همچنان آزادی بیان، تقویت نهادهای رسانه‌ای کار کردیم و زنان خبرنگار همیشه دخترای جوان را به خاطری که بتوانند به اهدافشان برسند در این راستا کمک کردیم. فعلا هم مسیر ما و حرکت ما به خاطر از این است که ما بتانیم برای زنان افغانستان فرصت‌هایی را فراهم کنیم که به اونا رسیدگی شود، دوباره دخترها به مکاتب بروند و مطابق قوانینی که هست برشان، حقوق کارشان، حق زندگی، آزادی بیان و تمام حقوقی که در قوانین افغانستان هست برشان داده شود و زنان در ساختار نظام باید سهم داشته باشند، در دولت سهم داشته باشند، در چوکی‌های پست‌های بلند و کلیدی که در گذشته کار کردن کار کنند و من خودم باورمند به توانایی زنان افغانستان هستم. ما این توانایی را به دختران جوان افغانستان و به زنان افغانستان میبینم که اینا همواره خودشان را ارتقای ظرفیت دادن و تانستن امروز دستاوردهای خوب داشته باشند، ولی باید دوباره فرصت ها برشان مساعد شود و بتانند نقش خود را همه قسم که در گذشته ایفا کردن خوبتر دوش با مردا کار کنند.
و اینا میتوانند توانایی دارند دروازه های مکتب برایشان باز باشد و تحصیلات عالی و دانشگاه ها مطابق قوانین افغانستان برایشان باز باشد و برخورد دوگانه صورت نگیرد. امروز زنان افغانستان بیشتر نیازمند هستند، بیشتر برشان باید کار شود و ضرور است که ما در این مسیر بیشتر از پیش گام برداریم به خاطر دفاع از حقوق انسانی و حقوق شرعی زنان افغانستان که البته در شریعت اسلام هم بر زنان حقوق مساوی با مردان داده شده، از این حمایت کنیم، کمک کنیم و دفاع کنیم. و ما در این مسیر متعهد هستم و میخواهیم که دختران افغانستان را، زنان افغانستان را مانند گذشته در یک چوکات روشنی ها و پیشرفت ها ببینم. Merci à Rochna, qui, je crois, suit en direct également par visioconférence notre rencontre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, nous allons passer à l'Arcadie Ronaria. Mais avant, donc, je propose, enfin, je vais dire deux mots quand même de l'Arcadie, quand même, qui a attendu sagement jusqu'à maintenant. Vous êtes donc aussi afghane et vous étiez parlementaire, sénatrice, exactement, et vous représentiez au Parlement les minorités hindoues et sikhes au Parlement afghan pendant 10 ans. Vous êtes aussi détentrice de nombreux prix et je pense que vous allez nous raconter tout ça. Et avant cela, donc Léa, est-ce que tu peux dire un mot effectivement de la situation terrible en Afghanistan, notamment pour les femmes que nous soutenons, avec qui nous sentons sœurs et qui malheureusement dont on apprend tous les jours qu'une de leurs libertés fondamentales, de leurs droits fondamentaux est en train de leur être retirée. Merci Jocelyne. Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été déjà dites par Rochna. Donc bien sûr, la situation en Afghanistan a beaucoup évolué cette dernière année et même un peu plus au cours de ces 8 derniers mois. Avec le retrait des troupes américaines qui étaient jusque-là stationnées dans le pays depuis plus de 20 ans, les talibans sont revenus au pouvoir. Ils se sont emparés en quelques semaines de la capitale, donc Kaboul. C'était le 15 août 2021. Je pense qu'on a tous les images en tête, ce qui a causé un exode massif de la population sous le regard catastrophé de la communauté internationale. Depuis ce jour, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. L'aide humanitaire a du mal à être acheminée, laissant derrière elle des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes en situation d'extrême précarité. Selon une étude du PNUD, c'est plus de 97% de la population qui devrait passer sous le seuil de pauvreté d'ici la mi-2022. On y est. Et pour ce qui est des droits humains, la situation se dégrade bien sûr sur les droits des femmes, mais également sur les droits civiques et politiques, notamment avec un bâillonnement de la presse, de la liberté de manifester et bien sûr l'exclusion des femmes des espaces publics. On note par exemple l'interdiction des représentations de femmes dans les boutiques, l'interdiction d'accès à certaines professions, je dirais même à toutes les professions, et plus récemment le retrait total des jeunes filles de l'enseignement secondaire, mais également l'obligation d'être accompagnée d'un homme de la famille pour pouvoir se déplacer et encore plus récemment pour pouvoir prendre l'avion. Bonjour. تشكر تركيزك المتكامل خلاص طبعا شنو Je commence par remercier vous, les organisateurs de cet événement et surtout le ministère des Affaires étrangères qui m'ont inclus dans ce programme.
زیاد احساساتی هستم ولی کوشش میکنم که کنترل کنم. در نخست من تشکری میکنم از دولت و مردم فرانسه برای کمکایی که فرانسه یک دوست بسیار خوب افغانستان بود در طول تاریخ. Je suis très très émue, mais j'essaie de me contrôler. Et je voudrais remercier plus particulièrement le gouvernement français parce que la France a été toujours un ami de l'Afghanistan. از کمک‌هایتان تشکر می‌کنم به خاطر حقوق بشر، حقوق زنان، فرزندان فرانسوی در جنگ افغانستان جان‌های خود را از دست دادند و جان‌های خود را از دست دادند و جانشان و کشورشان پس آمد. من تشکری می‌کنم از تمام خانواده‌های فرانسوی که فرزندان خود را در جنگ افغانستان قربانی حقوق بشر و حقوق زنان. Je remercie infiniment la France pour tout ce qu'elle a apporté aux droits de l'homme en Afghanistan, aux droits des femmes, et les biens qu'il a apportés. Et surtout, je remercie la France pour toutes ces victimes, les soldats qui ont perdu la vie en Afghanistan et qui malheureusement, c'est leur corps qui a été rendu à la France. از خانم روبیو تشکر میکنم. ما در یک برنامه در سال 2019 در اینجا شرکت کردم. اول من را معرفی کردم، نمیخوایم وقت بیشتر بگیرم. وقتی که من خانم روبیو را دیدم دو چیز در ذهنم آمد که مرا خیلی احساساتی ساخت. اولی که من به یاد اون روز Elle remercie Faïna Robiol parce qu'elle a organisé en 2019 un programme et quand elle m'a vue, elle a pensé à deux choses. افتیدم که ما اینجا بحث می‌کردیم نیاموختیم در موردی که صلح افغانستان به نتیجه برسد و ما تجارب را آموختیم از یافته‌های استاد محترم. و چیز دیگه که در ذهنم آمد روزهایی که ما از افغانستان بیرون میشتیم که متواتر در تماس بودیم، روزهایی که ما با یک لباس خود. Alors, elle s'est rappelé le programme qu'on a fait ici et les discussions autour de la paix et tous les outils qu'ils ont appris pour pouvoir travailler sur la paix. Et puis après, elle a pensé au jour où, je pense qu'elle va parler de son départ. بر من همیشه یک سوال است. من به یاد 20 سال قبل که طالبان بر افغانستان حاکم بود خود بودم، متعلم بودم، ولی به یاد دارم من حیث یک افغان غیر مسلمان پدرم برادرم که در دولت کار میکردن طالبان اونا را جواب دادن، رسما مکتوب دادن که شما چون نظام اسلامی است شما غیر مسلمان هستید نمیتونید در دولت کار کنید. Alors, elle s'est rappelée également il y a 20 ans quand les talibans sont arrivés. Elle était enfant, mais elle se rappelait que son papa et ses frères qui travaillaient au niveau du gouvernement ont été renvoyés parce qu'ils n'étaient pas musulmans, parce qu'ils sont de minorité sikh. پدر شدید دپرشن گرفت، تکلیف روانی داشت و نانآور خانواده ما بود و ما از یک شهر به شهر دیگر مجبور به کوچ شدیم و بیشتر روی جزئیات نمیرم. خاطرهای خیلی بد در زمان بودم که در ذهن داشتم که در ذهن من. Et alors je pense également à mon papa à la suite du fait qu'il a été remercié de travailler, donc il n'avait plus de travail. Et il a eu une dépression très très forte et qu'ils étaient obligés de peur d'aller d'une ville à une ville et puis sans avoir les ressources. بر من 20 سال گذشته که من درس خواندم، تحصیل کردم، فعالیت‌ها در به خاطر حقوق بشر و حقوق زنان در یک جامعه اسلامی که خودم غیر مسلمان بودم انجام دادم و زمینه را مساعد ساختم در یک جامعه سنتی که مرا بالاخره مسلمانان هموطن مرا بپذیرند. Ça fait 20 ans que j'essayais de travailler sur le droit de l'homme et le droit des femmes dans une société où je n'étais pas musulmane
et que je faisais partie d'une minorité et que l'effort que j'ai fait pour que je sois acceptée par la population, j'ai fait des études et j'ajoute parce qu'elle est modeste, elle est médecin, elle a fait des études de médecine. ما یگانه نماینده غیر مسلمان در پارلمان افغانستان شدم و بر علاوه از اینکه وظایفم در پارلمان بود به خاطر حقوق بشر کار کردم، فعالیت کردم. من متواتر 2 دور عضو پارلمان بودم قبل از اینکه عضو پارلمان شدم با کمیسیون حقوق بشر افغانستان AIHRC کار میکردم. Elle a été élue par 2 fois au Parlement. Et puis avant ça, même en étant au Parlement, elle a toujours travaillé au niveau de droits de l'homme et des droits des femmes. Et puis avant ça, elle a travaillé au niveau de la commission de droits de l'homme en Afghanistan. ما تهدیدات جدی را داشتم از طرف طالبان و گروه شبکه‌های تروریستی. همیشه مکاتیب دریافت می‌کردم که کشته میشم. ولی هرگز ادامه دادم، هرگز نترسیدم تا اینکه کار و خدمت را برای هموطنان کنم. Alors, tout au long de ces années-là, j'étais toujours menacée par écrit par les talibans et les autres fractions d'être tués. Mais cela n'a pas m'empêché de continuer à travailler et de ne pas avoir peur. در طول 20 سال 9.4 میلیون اطفال به مکتب میرفتن که 3.4 دختران بودن. Dans cette période-là, on a eu pratiquement 4 millions qui sont allés à l'école, dont 3 millions étaient des filles. Merci. در قرن 21 ما شاهد زیستیم که دختران افغان امروز اجازه رفتن به مکتب ندارند. روزی که سال تعلیمی آغاز شد همه پشت مکتب گریان میکردن. Alors, au XXIe siècle, quand même, on se rend compte que les filles ne peuvent plus aller à l'école et le début de l'année scolaire, elles sont allées, c'était le mois de 23 mars, elles sont allées devant la porte des écoles, mais elles ont été renvoyées. طالبان نظر میست که طالبان به زور افغانستان نگرفتن بلکه به بسیار آسانی برشان تسلیم داده شد. Mon avis en ce qui concerne l'arrivée des talibans, c'est que les talibans n'ont pas venu par force en Afghanistan, mais que la situation leur a été facilitée pour leur prise de pouvoir. در دفتر کاری خود بودم و ساعت 11 صبح بود که دفتر صدا شد و از هر طرف تلفن می‌آمد که زودتر خود به خانه برسانیم که طالبان داخل شهر شدن و صدای فاید بود. یک چیز جالب که بیشتر مایک یک صدا داد، یک چیز طبیعی بود، من تکان نخوردم. دلیلش این بوده که در افغانستان 43 سال جنگ بود و خواستن 20 سال اخیره که هر لحظه گوشای ما با صدای انفجار عادت کرده. مثلا تکان نخوردم. چی شد؟ Alors, j'étais dans mon bureau, il était 11h30 et le téléphone sonnait de partout et on nous demandait qu'il faut rentrer chez nous parce que les talibans sont arrivés à Kaboul. Et on entendait les tirs. Mais moi qui suis habituée aux tirs, je n'ai pas bougé et j'avais absolument pas peur. طالبان جنایات بیشتری را کردن، در مراسم عروسی انفجار کردن که در اینجا افراد کاملا بی‌طرف بودن. Alors, les talibans ont commis beaucoup de crimes. Par exemple, ils allaient attaquer la cérémonie de mariage où les gens, ils n'avaient rien à voir avec la politique ou avec l'étranger. ولادی نسایی انفجار کردن
که مادر حامله از بین رفت، طفلش بدنش از بین رفت، یا طفلی که 1 سال میشه تولد شده بود مادرش از بین رفت. Par exemple, ils ont attaqué l'hôpital pour la mère et enfant à construire. Et pendant l'attaque, il y a eu des femmes qui étaient en train de s'accoucher. Il y avait des bébés qui venaient d'être nés et que leur maman a été tuée. Et puis, il y avait des bébés qui ont été tués et que la maman a survécu. بر ما همیشه یک سوال است که چرا ما من حیث یک انسان حق زندگی، حق آزادی را نداریم و همیشه باید نظام‌های ما بعد از هر 10 سال، 15 سال همه دستاوردهای خود نظام ما از بین بره و همه دستاوردهای خود از دست بده. Ma question est la suivante. Je me demande pourquoi, en tant qu'être humain, on n'a pas le droit de vivre. Et tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a ce qu'on a créé partent en fumée et qu'à nouveau, il faut recommencer. وقتی طالبان فعلا افغانستان حکومت نظام نداره، طالبان غیر قانونی برای افغانستان حاکم هستند. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement en Afghanistan. Et les talibans ne sont pas légitimes dans ce qu'ils font en Afghanistan. طور که خانم لیا گفتن مکاتب بسته است، زنان حق کار ندارن، زنان بدون محرم سفر کردن نمیتونن، یعنی بدون مرد در کشوری که 43 سال جنگ بوده بیشتر از خانواده ها سرپرست مرد ندارن. زنان چطور کنن؟ Alors, comme vient d'être dit par madame, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Elles ne peuvent pas aller à l'école. Et le pire, c'est qu'il faut qu'elles soient accompagnées dans leur démarche par un homme de la famille. Le souci, c'est que pendant ces 43 ans de guerre, il y a beaucoup d'hommes qui ont été tués. Donc, lorsque une femme n'a pas un homme pour l'accompagner, qu'est-ce qu'elle va faire? حق بیداد میکنن، مردم گرسنه هستند. کمک‌های بشری که به افغانستان صورت میگیره متاسفانه به افراد مستحق نمیرسه. Alors, la pauvreté est incroyable. La crise humanitaire est extrêmement importante. Et l'aide humanitaire qui est en train d'arriver n'arrive absolument pas à ceux qui en ont besoin. ناامنی است با آمدن طالبان امنیت نامده. امروز اخبار ندیدیم، دیروز شاید چند انفجار در افغانستان بودیم. یکی از انفجارات در مرکز تبادله اسعار در کابل صورت گرفت. تعداد از افراد زخمی شد. Alors, même la sécurité qu'on pensait avec eux n'est pas là. Parce qu'on continue à avoir des explosions. Et peut-être vous avez entendu hier dans les informations, hier il y en avait plusieurs, dont à Kaboul, devant l'endroit où les gens allaient pour chercher leurs affaires administratives. خب دردها بیشتر است و مشکلات هم بیشتر است، ولی من چند تقاضا دارم. اولی که زمانی که پروسه صلح در افغانستان صورت گرفت، وقت انتخابات ما بود، اتحادیه اروپا از جمله کشور فرانسه انتخابات افغانستان هم حمایت کرد و انتخابات شد. Alors, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je voudrais faire quelques propositions. Le moment qu'on a eu le processus de paix et on a eu l'élection, la France et la Commission européenne nous a soutenus. ما میخوایم که نظامی که شکل میگیره در افغانستان بر اساس انتخابات باشه. راه حل سیاسی افغانستان انتخابات است. Nous pensons que la solution pour l'Afghanistan est l'élection. Et cette élection doit conduire à avoir un gouvernement légitime. مسئله دیگر توافقنامه دوحه که مسئله آخری اشاره میکنم. زمانی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به امضا رسید، یکی از اشتباهات اساسی توافقنامه بود که
مردم و دولت وقت افغانستان مد نظر گرفته نشده. باید یک طرفی از توافقنامه می‌بینیم. Alors, c'est le dernier point qu'elle veut évoquer, et c'est au niveau du processus de paix entre les talibans et les Américains, donc à Doha. Et elle dit que dans ce processus de paix, ni les Afghans, ni le gouvernement afghan n'étaient pas d'un côté de la table. توافقنامه دوحه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تقاضای ما است که مذاکرات صلح که یکی از بندهای توافقنامه دوحه است از سر گرفته شود، چون طالبان غیر قانونی بر افغانستان حاکم است و هیچ گونه احترام به حقوق بشر و حقوق زنان ندارند و مثل از گذشته کرده بدتر شدن. راه حلش است که توافقنامه دوحه عملی شود. Alors, donc, elle dit que l'accord de paix qui a été approuvé par le Conseil de sécurité doit être repris et que les talibans ne doivent pas être reconnus en tant qu'État. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à deux personnes qui vont rester anonymes pour des questions de sécurité. Donc, je vous remercie de ne pas vous enregistrer, de ne pas prendre de photos et de ne pas les filmer pendant qu'elles parlent. Je vais demander à Léa de dire un mot quand même sur le pays, puisqu'elles m'ont autorisé à le dire. Il s'agit de la Birmanie. Mais Léa va en dire deux mots et ensuite Claudine Monteil traduira ce que ces deux personnes ont à nous dire et que nous écouterons avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on entend? Je vais vous présenter le contexte de la Birmanie, donc du Myanmar. Après des décennies de régime militaire dictatorial, le Myanmar semblait enfin avoir trouvé une certaine paix dans le mouvement de la Ligue nationale pour la démocratie de Aung San Suu Kyi. Mais cela a basculé le 1er février 2021 par un coup d'État illégal mené par les militaires du pays qui ont placé les dirigeants civils en détention, déclarant l'état d'urgence et s'emparant de tous les leviers du pouvoir. Ce coup d'État constitue un recul majeur dans la lutte du peuple pour un Myanmar fédéral et démocratique. L'opposition et la résistance au coup d'État ont été immédiates et généralisées. Des personnes de tous les secteurs de la société sont descendues dans la rue, s'organisant et manifestant contre cette prise de pouvoir militaire. Des milliers de fonctionnaires ont rejoint le mouvement de désobéissance civile, qui est un mouvement de résistance passive, non violente, qui vise à refuser les ordres et les exigences de l'agence militaire. Les autorités ont à leur tour répondu par des arrestations massives, des violences, des coupures d'Internet et des intimidations. Selon une association qui s'appelle AAPP, l'association d'assistance aux prisonniers politiques, plus de 1700 personnes ont été brutalement assassinées par les militaires et des milliers ont été arrêtés, détenus et torturés. Merci Léa pour la présentation, votre brève présentation de notre pays, le Myanmar, la Birmanie. I have been working as a civil servant in Myanmar. Following the military coup on 1st February 2021, I joined the civil disobedience movement to defy the military coup and refuse to represent the military coup at the international level. J'ai travaillé comme fonctionnaire en Myanmar, mais suite au coup d'État militaire du 1er février 2021, j'ai rejoint le mouvement de désobéissance civile pour m'opposer au coup d'État militaire et refuser, et de manière à m'opposer à ce que le groupe militaire, la nouvelle junte, soit représenté à un niveau international. The disobedience movement was led by medical doctors in the government service to fight against the military coup in non-violence movement. Le mouvement de désobéissance civile était dirigé par des médecins qui travaillaient en fait dans les services gouvernementaux et qui ont été très actifs pour se battre, s'opposer au coup d'État militaire
dans le cadre d'un mouvement non violent. After that, thousands of the civil servants from all government sectors joined this movement to paralyze government functions. Après cela, des milliers de fonctionnaires de tous les secteurs du gouvernement ont rejoint le mouvement de façon, d'une certaine manière, permettant de paralyser les fonctions officielles et gouvernementales. Therefore, military junta charged us with lots of criminal and penal codes and trying to arrest us. Some of them are arrested and investigated by military junta, and some of them were tortured and dead during investigation. Alors du coup, bien sûr, la junte militaire nous a porté un procès contre nous, avec, dans le cadre ayant recours à des codes, un code pénal et un code criminel, et essayant de nous arrêter. Un certain nombre d'entre nous avons été arrêtés, interrogés par la junte militaire, et nombre d'entre nous ont été torturés et sont même morts pendant les interrogatoires. As the Myanmar military has abandoned its duty and responsibility to protect its own people and is instead inhumanly killing, attacking, and torturing civilians, the international community has the moral duty to step in and go beyond statements of condemnation and sanctions. Comme la junte militaire a totalement abandonné son rôle, son devoir et ses responsabilités pour protéger son propre peuple, et au contraire se comporte d'une manière inhumaine en tuant, attaquant, torturant les civils, la communauté internationale a un devoir moral qui est d'intervenir et d'aller bien au-delà que de déclarations de condamnation et de sanctions. Il faut passer au-delà, il faut aller au-delà de cela. On behalf of the people of Myanmar, we urge the UN, the UNSC, and also the international community and other states with influence to take strongest action now for the lives of the people of Myanmar through coordinated and collective efforts. Myanmar needs action, not wars. Au nom du peuple de Myanmar, nous insistons auprès des Nations Unies, de toutes les différentes instances des Nations Unies, de la communauté internationale et des autres États qui ont de l'influence de prendre des actions très fortes maintenant pour sauver la vie du peuple de Myanmar à travers des efforts collectifs et coordonnés. Myanmar a besoin d'actions, pas de mots. Humanitarian assistance in Myanmar urgently. Thus, I request you to support Myanmar people and the NUG government formed with the representative of the people elected by 2020 general election, which result is indeed free and fair. Nous avons besoin d'aide humanitaire au Myanmar de manière très urgente. C'est pourquoi je vous demande de soutenir le peuple, je vous demande instamment de soutenir le peuple de Myanmar et what do you mean by NUG? D'accord. Alors, le gouvernement d'union nationale qui a été formé avec des représentants du peuple, élus lors des élections générales nationales de 2020 et qui, avec pour résultat, quand même un peu de liberté et de justice. Je vous souhaite. Good afternoon, Excellency, distinguished guests, and dear colleagues. It is an honor to be invited to participate in this conference, especially speaking together with this amazing woman. Bonsoir, Excellence, Madame l'ambassadrice, Madame la ministre, chers invités distingués et chers collègues. C'est un honneur d'être invité à participer à cette conférence de la clé, et en particulier de pouvoir intervenir ensemble avec des femmes tout à fait remarquables. I am one of the human rights defenders from the Marianne program, which is initiated by the President Emmanuel Macron. I came from Myanmar. In my country, it has been exactly 1 year, 2 months, and 5 days after the coup d'etat.
Je suis l'une des défenseuses des droits humains du programme Marianne qui a été initié par le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Je viens de Myanmar, dans mon pays. Cela fait exactement 1 an, 2 mois, 5 jours depuis le coup d'État. In Myanmar, even posting on social media against the military is the solid cause to go to the prison, and every suspect involving the anti-military movement could be shot to the death by the soldiers. Alors, au Myanmar, simplement de poster sur un média social, sur les médias sociaux, pardon, un point de vue contre les militaires est une cause suffisante et même très solide pour être envoyé en prison. Et en fait, toute personne suspectée de participer au mouvement opposé à la junte militaire peut être tuée par les forces armées. In addition, the troops of military constantly destroy the villages with 2 operations, so-called as the kill people and torch houses. De plus, les troupes militaires détruisent systématiquement et constamment les villages par 2 opérations qui sont surnommées, entre guillemets, tuer les habitants et brûler les maisons. However, that kind of violence and strategies attack made by the military couldn't stop our young people fighting for their freedom and democracy. Cependant, ce type de violence et ces attaques stratégiques effectuées par les militaires n'ont pas réussi à arrêter le peuple de Myanmar qui se bat pour sa liberté et la démocratie. With the witness of the courage of the young people inside country, and with the witness of the propaganda distributed by the military, I made a hard decision to join the civil disobedience movement. Avec le témoignage du courage, en voyant le courage des jeunes de mon pays et en voyant en même temps le type de propagande distribuée par les officiels militaires, j'ai pris une décision très difficile, qui est celle de rejoindre le mouvement de désobéissance civile. Actually, sacrificing our aspired job make us face a lot of countless hardships, such as no housing, no salary, no health insurance, no security protection, but with many charges for the prosecution. Vous savez, de fait, sacrifier un emploi admiré par tous, vous implique, vous met dans une situation où vous allez rencontrer des difficultés terribles. Par exemple, plus d'habitation, plus de loyer, plus de maison, plus de salaire, plus d'assurance, plus de service social et médical, aucune protection, mais au contraire, vous êtes poursuivi de manière systématique. The military took every possible action in their power to attack us mentally and physically, for joining the civil disobedience movement. Whenever we encounter the different challenges, we encourage ourselves by looking forward to the federal and democratic country, which makes the future of our generations better. Ils ont recours à n'importe quelle action dans leur pouvoir pour nous attaquer tant sur le plan physique que mental, dès lors que nous voulons rejoindre le mouvement de désobéissance civile. Même lorsque nous rencontrons des défis très très durs, nous n'abandonnons pas, nous ne lâchons pas et nous restons fermes et très forts face à eux en pensant ce qui nous inspire, c'est véritablement les pays démocratiques, l'idéal d'un Myanmar démocratique qui pourrait contribuer et faire de le futur de notre génération meilleur.
The military junta think they can control our country and our people by fear. In reality, fear couldn't conquer our compassion to the liberty, and we unite more than ever before to the downfall of the dictatorship. La junte militaire croit qu'elle peut nous contrôler et contrôler notre pays par la peur. Mais en réalité, la peur ne peut pas conquérir notre passion, notre envie, notre besoin de liberté. Et nous sommes unis plus que jamais pour faire tomber cette dictature. As today's conference is organized by the French Women Organization, I would like to take this opportunity to speak out about our female leader, Madame Aung San Suu Kyi, a Nobel Peace Prize laureate, who has been unlawfully detained since the first day of the coup. À la conférence de la clé aujourd'hui organisée par les organisations de femmes françaises, je voudrais saisir cette opportunité pour rendre hommage à notre dirigeante femme, Madame Aung San Suu Kyi, qui est la prix Nobel de la paix bien connue, qui est détenue de manière tout à fait illégale et injuste depuis le premier jour du coup d'État. The military disclosed each and every information about her. Nobody is allowed to see her and meet her because the generals are afraid of the power of the West or the old lady, the icon of Myanmar democracy, which is overwhelmingly respected by the people. Alors, la junte militaire, fait tout, si vous voulez, bon, c'est fait de censure, toute l'information la concernant. Personne n'a le droit de lui rendre visite, de lui parler, parce que les généraux, en réalité, ont très peur des mots de cette grande dame, qui est véritablement une icône de la démocratie de Myanmar et qui est admirée par tout le monde, par tout le peuple de Myanmar. My expectation toward the French society is to speak out for our leader and all the political prisoners to get their rights and to deliver the message to the world about the horrible situation in Myanmar. Alors, mon espoir, je me tourne vers la société française, est que vous allez intervenir, parler, rendre public, rendre hommage publiquement à notre chef, à cette grande dame et à tous les prisonniers politiques pour obtenir qu'ils aient enfin des droits et pour délivrer le message au monde entier sur la situation horrible en Myanmar. Vos voix et leur vie et votre soutien et l'encouragement le meilleur pour ces jeunes gens qui se battent pour la démocratie, la liberté et la justice. Thanks for your time. Madame la ministre, cher Georges, pour la conclusion, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour m'avoir invité à cette soirée qui véritablement est un moment intense, un moment extrêmement émouvant. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui sont là combien je pense être l'interprète de beaucoup de gens qui sont ici, pour leur dire comment on a à leur égard de la considération et de l'admiration. Parce que lutter pour les droits des femmes, nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de femmes militantes. Nous sommes nombreuses à essayer de faire progresser la situation des femmes dans ce pays et ce qu'on peut faire à l'extérieur. Mais nous avons une chance extraordinaire qui est que nous nous battons dans un pays démocratique. Et par conséquent, finalement, les risques qu'on peut prendre pour pouvoir faire prévaloir l'égalité des droits sont des risques minimes par rapport à ce que les jeunes femmes ici présentes sont en train d'affronter. Et donc, véritablement, quand on les voit, on les entend, quand on entend tout ce qu'elles doivent endurer, eh bien, c'est vrai qu'on a non seulement de l'admiration,
mais véritablement, on se demande où elles trouvent les ressources pour pouvoir continuer à se battre et à affirmer des points de vue. Et je dois aussi dire pour les jeunes femmes qui viennent de Birmanie que tout ici, je pense, nous avons la plus grande considération pour le combat qui est mené depuis de longues années par Aung San Suu Kyi et que là encore, on l'admire et on souhaite qu'elle puisse arriver à tenir bon face aux difficultés, face aux misères qu'on lui fait dans ce pays depuis si longtemps. Et à certains moments, parfois, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle n'est pas plus visible? Pourquoi elle n'est pas plus critique? Et il a fallu qu'on comprenne dans quelle situation terrible elle se trouvait et comment la lutte était très inégale entre elle et les militaires au pouvoir. Donc tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est réaffirmer donc, notre solidarité pour les combats qui sont menés là-bas et dire aussi que nous souhaitons qu'un jour ou l'autre, la démocratie et la défense des droits de la personne puissent l'emporter sur la violence et tout ce qu'on voit d'inadmissible qui se passe dans tous ces pays-là. Et encore une fois, je pense que votre exemple montre bien que les femmes qui sont souvent considérées comme de sexe faible, eh bien, on voit bien que dans tous ces pays, dans tous les exemples que vous êtes en train de nous donner, et on voit bien qu'elles sont là, qu'elles sont solides, qu'elles sont face à l'adversité, face à la difficulté, et elles sont debout pour pouvoir continuer à défendre les droits de la personne. Et là, une fois encore, tout ce qu'on peut dire, c'est chapeau, bravo, pour pouvoir continuer à faire ainsi. Alors, très modestement, je voudrais, puisque vous êtes les défenseuses des droits de la personne, vous présenter mon institution qui s'appelle aussi, nous sommes aussi défenseurs des droits. Et moi, je suis son adjointe. Et bien évidemment, à notre niveau, on est conscient qu'on n'est pas du tout sur des luttes gravissimes comme celles que vous êtes en train de faire. En même temps, même dans une démocratie, il est indispensable de continuer à se battre pour faire respecter les droits. Parce que des droits qui ne sont pas défendus, eh bien, ce sont des droits qui peuvent disparaître, qui peuvent être reniés. On le voit bien dans notre pays pour ce qui concerne les droits des femmes. Parce qu'on pouvait penser que beaucoup de choses étaient acquises et que par conséquent, on n'avait plus trop à s'en soucier. On l'a vu avec les questions d'IVG, où dans un certain nombre de pays, eh bien, il y a eu un rétropédalage. Même dans un pays aussi moderne que la France, nous nous rendons compte, chez le défenseur des droits, que les femmes, après, parce qu'elles sont enceintes, ou après une grossesse, elles se retrouvent licenciées ou rétrogradées. Par conséquent, ce droit garanti par la Constitution, qui est de pouvoir avoir des enfants, en fait, garanti par nos lois, d'être protégées quand on a un enfant, eh bien, malgré ça, des femmes sont en butte à des misères, à des licenciements lorsqu'elles ont des enfants. Par conséquent, c'est la preuve que même dans un pays démocratique, eh bien, il peut toujours y avoir des reculs, des retours en arrière, et heureusement qu'on est là pour pouvoir faire respecter les droits des femmes. Je voudrais dire aussi que nous sommes dans un pays qui a mis l'égalité dans sa devise républicaine, mais nous savons que l'égalité, ce n'est pas non plus quelque chose qui est acquis. Si on ne se bat pas pour pouvoir faire respecter ses droits, eh bien, il y a des retours en arrière. Et là encore, se battre contre le racisme, se battre contre les discriminations, se battre pour l'égalité, quelle que soit son orientation sexuelle, ce sont des choses qui nécessitent au jour le jour d'être présent et d'être vigilant. Donc, à un niveau qui est infiniment moins grave, beaucoup plus simple que ce que vous êtes amené à faire, eh bien, nous aussi, si vous voulez, on est là pour être des vigies, pour faire en sorte que les droits qui sont garantis à nos concitoyens, les droits qui sont garantis à l'étranger qui vit en France, les droits qui sont garantis aux réfugiés, eh bien, tous ces droits-là ne restent pas un vain mot, mais qu'ils soient des réalités. Et c'est vrai que dans ce pays, nous nous battons pour le concept de l'égalité réelle. Autrement dit, il ne suffit pas d'afficher un droit, il faut aussi que dans la réalité, les hommes et les femmes puissent en bénéficier. Donc, je ne serai pas beaucoup plus longue parce que je me rends bien compte du décalage qu'il y a entre ce que vous vivez et ce que nous essayons de faire respecter ici. Mais simplement, dans ma conclusion, il y a vraiment simplement ces deux mots-là qui sont respect
pour les luttes que vous menez. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de ténacité pour pouvoir parvenir à faire respecter le droit dans vos pays respectifs. Et par ailleurs, je vous dirais aussi notre solidarité pour être avec vous, pour faire en sorte que dans vos pays comme ici, eh bien, les droits de la personne humaine soient toujours respectés et que nous puissions vivre sereinement dans un état de droit. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame la Défenseure des droits, cher Georges Paul-Angevin. Merci encore, Madame l'Ambassadrice, chère Delphine Boriol. Merci à toutes, chacune d'entre vous. Vraiment, on a été émus vraiment au cœur, enfin vraiment touchés au cœur par tout ce que vous nous avez dit. Je pense que c'est la même chose aussi dans le public, aussi bien ici qu'en visio. Promis, on continue. On a commencé quelque chose, c'est pas la fin, là, on va faire quelque chose on va faire une suite hein, avec vos propositions, avec vos demandes de soutien concret de la société civile française et féministe. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on se battra pour essayer de vous soutenir concrètement et durablement. Voilà. Merci à tout le monde. Et vraiment, merci d'être venus nombreux et nombreuses. Et à bientôt.